Wordacia.fr. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Bienvenue sur Sud Radio pour Il y a du peuple seul contre tous, émission qui a désormais lieu tous les jeudis de 19h à 20h. Le principe de l'émission, 2 débats sur un sujet fort d'actualité jusqu'à 19h30 et un débat de fond avec une question très concrète relative à la démocratie de 19h30 à 20h. Ce soir, le premier débat sera sur les convocations de journalistes par la DGSI et les services secrets. On parle beaucoup d'Ariane Chemin du Monde ces derniers jours et on se demandera si la liberté d'informer est en danger. De 19h30 à 20h, on parlera du pouvoir d'achat des retraités alors que tant la hausse de la CSG que la désindexation des retraites sur l'inflation ont fait couler beaucoup d'encre. La deuxième question sera donc, peut-on maintenir le pouvoir d'achat des retraités ? Ce sera le second débat. Comme tous les jeudis, avec nous Étienne Chouard, professeur d'économie et de droit à Marseille. Il a récemment écrit Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. C'est édité chez Max Milo. Et Écrire nous-mêmes la Constitution, c'est publié chez Talma. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et Régis de Castelnau, avocat, membre de la rédaction de Causeur, bien dans le micro. Régis de Castelnau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Ariane Chemin, journaliste au Monde, est convoquée par la DGSI le 29 mai prochain pour ses révélations dans l'affaire Benalla, mais elle n'est pas la seule. Mi-mai, 3 journalistes de Disclose et 1 de Radio France ont été convoqués par les services secrets pour leurs enquêtes sur l'exportation d'armes françaises destinées au Yémen. Un 4e journaliste, travaillant toujours pour Disclose, est convoqué à la DGSI le 28 mai comme témoin dans l'enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Le 15 février dernier, une journaliste de quotidien sur TMC avait été convoquée suite à son enquête sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. On parle d'intimidation, de pression, d'où le premier débat de ce soir. Journaliste convoqué à la DGSI, la liberté d'informer est-elle en danger ? Vous pouvez bien évidemment réagir sur le Facebook Live et voter sur Twitter. On va commencer avec vous, Régis de Castelnau. Que vous inspire, vous qui êtes avocat, ces convocations ? Je vais dire, la fête continue. Le directeur du Monde est convoqué aussi, hein ? Oui, audition libre, on nous dit, c'est à quelques jours des européennes, c'est complètement extraordinaire. Je veux dire, c'est devenu nos limites. Je n'ai jamais connu de précédent. C'est-à-dire sur des enquêtes, enfin excusez-moi, c'est sur monsieur Benalla, l'affaire Benalla, qui a quand même secoué l'opinion française, qui a donné lieu à une 40aine de mises en examen. Il devrait y en avoir plus d'ailleurs, parce que les proches de Macron sont protégés par le parquet. Et on vient convoquer les journalistes. Madame Chemin, qui a fait le premier article, qui a lancé cette affaire, sous prétexte qu'elle aurait cité le nom d'une personne qui serait un agent, etc. Mais enfin, on se moque de qui, là ? Je veux dire, c'est gravissime. C'est gravissime parce que on vous dit audition libre, etc. Mais il faut savoir comment ça se passe. Ce sont des moments délicats, difficiles. C'est de l'intimidation pure et simple. C'est très menaçant cette dérive. Moi, je suis assez stupéfait de ce qui est en train de se passer. L'aggravation de la dérive autoritaire. On apprend, enfin c'est quand même inouï, que le CSA a dit qu'il allait décompter l'interview de monsieur Bannon dans le temps du Rassemblement national. Il dit ça à 3 jours du seul tour d'ailleurs des européennes. Il a fait ça pour monsieur BHL, qu'on a vu partout et qui est financé à hauteur de 400 000 € avec mon argent, c'est-à-dire celui du contribuable, pour faire sa pièce où il passe son temps à faire l'apologie de monsieur Macron et de LREM. Et il appelle très nettement à voter. Alors je parle même pas de Cohn-Bendit, qui a des chroniques radio, n'oublions pas, de monsieur Couturier, etc. Et Macron lui-même. Et alors attendez, j'allais dire, et l'illégalité radicale par rapport au droit électoral que j'ai la prétention de connaître un peu, de l'investissement de monsieur Macron. Quand je dis investissement, c'est à dessein, c'est-à-dire qu'on le voit partout, mais qui paye ? Ce sont des dons interdits. Le parquet aurait déjà dû ouvrir des informations, pas contre monsieur Macron, qui est protégé par son immunité, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Je suis juriste. Bien sûr, je suis avocat. Je pratique toutes ces choses depuis maintenant, malheureusement, beaucoup trop longtemps. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et l'attaque contre la presse, attendez, regardez qui est convoqué. C'est quand même impressionnant, quoi.
Regardez qui est convoqué. Ce sont bien évidemment des journalistes emblématiques. Madame Chemin, c'est Le Monde ciblé, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que ces temps-ci, le journal Le Monde, avec les articles sur les violences policières, avec les articles sur le fait que M. Bayrou avait été largement financé illégalement avec les emplois fictifs du Parlement européen. Je ne connais pas le dossier, mais on avait appris par le Canard enchaîné que les ordres avaient été donnés de l'Élysée de ne pas et de ne rien faire contre M. Bayrou. Il ne se passe rien depuis 2 ans, hein. Je veux dire, il y a eu le Rassemblement national qui a été l'objet de perquisitions, de saisies de ses dotations, etc. Jean-Luc Mélenchon, personne sacrée de la République, a eu droit à la grande fête, lui aussi. Monsieur Bayrou, rien du tout. On dit qu'il va peut-être être Premier ministre si LREM est deuxième dimanche. Tout ça est très, très inquiétant. Tout ça est très, très préoccupant. Ce gouvernement est nos limites. Étienne Chouard, que vous inspirent ces convocations de journalistes? Et il n'y en a pas qu'une, il y en a 6. En fait, c'est le moment de se souvenir que tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite, Montesquieu. En fait, le pouvoir fait ce que l'absence de contre-pouvoir lui permet de faire. Indépendamment des acteurs, qui sont évidemment des affreux, mais si ça n'avait pas été eux, ça aurait été d'autres. Et indépendamment d'eux, en fait, au-dessus d'eux, nous constatons chaque jour davantage l'absence d'une constitution digne de ce nom. Nous n'avons pas de constitution. Vous vous souvenez, il faut qu'on se voit. Vous vous souvenez, les premières fois qu'on s'est parlé, vous trouviez que j'allais trop loin quand je disais qu'on n'avait pas de constitution et que c'est autre chose, que nous avions une bonne constitution et qu'elle était devenue mauvaise. Je pense que depuis l'origine, la constitution de 58 est une prison politique qui organise l'impuissance des peuples et la puissance du gouvernement, même pas du Parlement, hein, puisque le Parlement était depuis le début un Parlement de godillots. On l'appelle comme ça depuis le début. Hein. Nous étions tout petits que déjà nos parents les appelaient des godillots. En fait, c'est à nous de réfléchir aux institutions dont nous avons besoin pour protéger les journalistes. Faites-moi plaisir, faisons un atelier constituant. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous écririez comme règle? Et c'est pas grave si c'est pas mal écrit du premier coup. On en est tous là. Les premières lignes que nous allons écrire, elles sont imparfaites parce que c'est un premier jet. Mais le secret de l'action, c'est commencer. Imaginez que vous ayez 5 minutes. Je vous mets la pression exprès. Imaginez que vous avez l'habitude, hein. Ouais. Imaginez, mais parce que c'est pas grave que ce soit qu'il y ait des imperfections, qu'on ait oublié quelque chose, qu'on n'ait pas utilisé le bon mot. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Imaginez que vous soyez constituant ou le chef d'orchestre de l'Assemblée constituante et on bosse sur l'indépendance des journalistes. Nous avons besoin de journalistes indépendants et pourtant responsables, parce qu'il ne faut pas que les journalistes fassent n'importe quoi. C'est un pouvoir, hein, le journalisme. Il faut qu'il soit contrôlé. Moi, je suggérerais que ce soit par des citoyens tirés au sort, mais peut-être que vous avez une meilleure idée pour contrôler les journalistes ou contrôler les pouvoirs. Mais déjà, comment est-ce qu'on assure leur indépendance? Est-ce qu'on interdit aux plus riches de payer, d'acheter les journaux? Mais du point de vue du pouvoir, comment on fait pour interdire au pouvoir précisément ce qu'il fait? La dernière fois qu'on s'était vu, vous vous souvenez, vous m'aviez dit, vous étiez pour que l'exécutif contrôle le parquet et l'accusation publique. Donc vous êtes pour, mais du même coup, ça permet à l'exécutif d'attaquer les journalistes. Même si c'est illégal, vous voyez. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais attendez. L'autorité Alors. de poursuite, c'est pas l'autorité qui juge. Moi, je suis en désaccord. Oui, je suis en désaccord là-dessus. Mais déjà sur le constat, je dis, on n'a plus de constitution, elle est en lambeaux. Je suis tout à fait d'accord. Ce pays n'a plus d'institution. Pourquoi? Parce que a été porté à la tête de l'État par une opération illégale, illégitime, que j'appellerais moi un coup d'État de forme particulière, un personnage qui est minoritaire dans son pays. Là, je veux dire, appuyé, tous les organes, on parle des contre-pouvoirs, mais ils existent. Ils le sont tous. Attends. Chaque président est minoritaire dans son pays, parce qu'ils sont tous minoritaires au premier tour. Le jeu minoritaire, c'est 14% au premier tour, hein, et aujourd'hui, on a, et toutes les études le démontrent. Non, ce que je veux dire, c'est quelque chose de simple.
c'est quelque chose de très simple, c'est que les textes qui protègent le secret des sources, qui protègent l'indépendance de la presse, ils existent. Ils sont violés tous les jours parce que les contrôles ne fonctionnent pas. Bon, alors quand est-ce que... non, mais ça c'est très important. Non, mais précisément. Non, je vais pas dire... Les contrôles, moi, ce sont des hommes qui doivent les faire. Et le monsieur qui a été nommé à la tête du CSA est un voyou. Voilà. C'est tout. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un ami de Macron. Non, comment est-ce qu'on évite que les voyous arrivent au pouvoir impunément? Et on va se reposer. Des institutions qui empêchent. Oui, mais d'accord. Par quel mécanisme est-ce que ce voyou est arrivé? Pour l'instant, on a un régime fascisant qui se met en place. Il faut être sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? On va rédiger une constitution. Vous êtes responsable de vos propos. Mais non, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? Qu'est-ce qu'on il y a actuellement, je veux dire, des combats politiques. Il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer dimanche. Il va y avoir des rapports de force. Si. Aucun enjeu sur les élections européennes. Il va rien se passer. Il faut voter contre Macron, n'importe quoi, mais contre Macron. Non, mais ça va rien changer. Macron. Oui, d'accord, mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Mais Macron, il s'en tartine de l'élection européenne. Même s'il la perd, il est toujours aux manettes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc on a non, bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait pas de lutte politique contre Macron. Mais si, mais vous voyez bien que comment ils ont fait les résistants face à des fascisations de régime, face à l'instauration de formes de dictature, parce que nous avons des formes de dictature. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, attendez, on va faire une petite réunion de cellules, j'en ai fait pas mal, et on va rédiger un projet de constitution. Mais non, on combat d'abord. Mais on combat comment, Régis? Mais on combat, il y a le rapport de force. Non, c'est pas vrai. On a mis ce régime en difficulté avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, moi je les ai soutenus, qui ont mis ce régime en difficulté. Il y a eu j'espère, comme on ferait. J'ai lu ce qu'il dit. Il dit j'espère que la défaite de Macron, parce que l'enjeu c'est pas il faut voter contre Macron, parce que alors là on peut voter Asselineau, 1,2%, parfait, ça sert à rien. En revanche, il faut battre Macron. Alors vous allez le battre comment, avec ça qui? Pose une sacrée question. Il faut battre Macron. Elle n'a aucun enjeu institutionnel, cette élection. Elle n'est qu'un sondage. Oui, voilà, c'est un référendum anti-Macron. Un sondage grandeur nature qui va établir des rapports de force. Et les rapports de force, c'est ça qui fait la politique, je suis désolé. Et donc, il faut continuer à se battre contre ce système, contre ce régime, contre les conséquences de cette arrivée de cet homme au pouvoir, parce qu'au début c'était économique, la loi travail, etc., toute la feuille de route qu'il avait de destruction en profondeur de l'État providence issu du programme du CNR, mais maintenant c'est bien pire. C'est l'abolition de la démocratie dans ce pays, et il le fait avec l'aide. Des organes de contrôle. J'insiste, il le fait avec bien évidemment un parlement croupion qui a été obtenu d'ailleurs par surprise dans les mêmes conditions que son élection, mais il y avait des organes de contrôle, il y a des parquets, il y a un conseil constitutionnel, il y a on a vu, il a accepté le référendum d'initiative partagée. C'est très intéressant ça. Ça montre bien, parce que le Conseil constitutionnel, il a validé la loi fake news, il a validé la loi anti-casseurs. Toutes sortes de lois liberticides. Oui, mais là, sur ce scandale pur qui consiste à brader aux amis, quelque chose de stratégique qui est l'aéroport de Paris. Là, ça coince fort dans l'opinion publique, dans le peuple français, et il y a un certain nombre de parlementaires qui ont eu ce courage-là et qui ont dit on va faire le RIP, etc. Et tout comme par hasard, que dit Monsieur Philippe? Oui, mais 4,7 millions, c'est pas assez pour qu'on poursuive, etc. Il paraît qu'il veut aussi allonger le nombre d'années pendant lequel on peut pas attaquer par. Mais bien sûr, puisque si la loi a été promulguée, etc. Alors, non, mais le juridique, je veux dire, le débat, il est essentiellement politique. Moi, quand je vois le journal Le Monde, soutien, mais farouche de Macron et de sa politique, qui commence à branler dans le manche, quand je vois le Conseil constitutionnel, je me dis oui, ces luttes payent. Quand je vois les syndicats, le congrès de Martinez, où Martinez a été mis très en difficulté à cause de son défaut de soutien aux Gilets jaunes, je pense que les questions sont d'abord et avant tout, mais c'est notre désaccord depuis longtemps, Étienne. Moi, je suis pas du tout opposé à la définition d'une nouvelle constitution, mais je veux d'abord me débarrasser de ces gens-là. Non, mais c'est pas d'abord, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en même temps. Mais parce que la priorité, c'est de les combattre. Imaginez qu'un médecin observe un trouble comme ça, une grosse fièvre, des troubles terribles.
et qui s'en prennent qu'aux symptômes, on lui reprocherait de ne pas s'en prendre aux causes. Là, moi, je voudrais chercher avec vous. Il me semble que ce serait très utile parce qu'on le voit jamais dans le pays. Il n'y a aucun média qui fait cette recherche. Il faudrait qu'on arrive à chercher le moment où, vous avez raison, c'est les organes de contrôle qui font pas leur boulot. Mais quelle est la procédure qui a permis de désigner ces gredins ? Donc, je cherche la cause. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de désigner les membres du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et deux autres, et du CSA ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de désigner les contrôleurs et de contrôler les contrôleurs et qui nous manque et qu'on peut. Je ne dis pas ça comme une alternative à la politique, à la bagarre politique dont vous parlez, mais en complément. Ce qui est particulier ici. Quelle est la mobilisation principale maintenant ? C'est ça qui me. Oui, l'autre jour, Étienne, vous me disiez, quand on sera 1 million dans les rues, on n'y est pas. Il est où le million ? Et Dieu sait si j'admire la mobilisation des Gilets jaunes. Mais oui, voilà, c'est en train de grandir, c'est en train de se structurer. Ne croyez pas les médias qui vous disent que ça baisse. Ils vous disent que ça baisse depuis le mois de novembre. Donc c'est pas. Je ne crois pas, mais je vais voir. Non, mais moi je les vois. Les ronds-points, ils sont toujours mobilisés. Il y a toujours les cabanes, ils sont toujours. Et puis le fait qu'ils viennent pas dans les manifestations. Mais moi, j'y vais pas non plus dans les manifestations. J'ai pas envie de me faire crever les yeux. Moi non plus, je cours plus assez vite. Mais voilà, exactement. Mais donc, le fait qu'il y ait moins de monde dans les manifestations, alors qu'on les gaze, alors qu'on leur tire dessus, est pas la preuve que le mouvement se démobilise. Moi, je vous dis, les gens que je rencontre, et j'en rencontre plusieurs fois par semaine, tout le temps, j'en rencontre des Gilets jaunes. Demain soir, je suis à Châteauroux, donc ça n'arrête pas. Et c'est pas du tout, ils sont pas du tout démobilisés. Ils sont mobilisés, simplement, ils le font autrement. Régis, ils font des ateliers constituants partout. Entendez-moi. Mais je les ai entendus. C'est révolutionnaire, ce truc-là. Il y a 15 jours. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on le fasse avec eux. On fait des soviets partout, ça me touche droit au cœur. Mais oui, c'est bien. Mais ce que notre désaccord, il est sur cette priorité de. On a un système dangereux. Cet homme est dangereux. Donc, je pense qu'il y a des priorités, et je serai moi. Avocat passionné de droit constitutionnel, le premier à me dire, quand je vois effectivement, parce que je reconnais que ça a été pas une surprise, mais j'espérais que ça va évoluer quand je vois comment le corps de la magistrature, quasiment dans son ensemble, cela étant, ça bouge. Ça bouge, il y a des affrontements en province. Je vais aller faire un petit tour. Je vous raconte. Ah oui, il commence à y avoir des affrontements entre. Oui, alors c'est intéressant. Le parquet. On s'arrête ? Il nous reste 10 secondes. Allez, 10 secondes. Bon, non, le parquet. L'ordre des avocats contre les magistrats du siège qui veulent faire respecter la liberté. Ça, on parlera certainement un de ces jours de la magistrature. On arrive au bout de ce premier débat. La liberté d'informer est-elle en danger ? Vous êtes 92% à penser que oui. Le second débat dans quelques instants. Peut-on maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires ? Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sur Opel.fr. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour de Il y a du peuple seul contre tous en compagnie d'Étienne Chouard, professeur d'économie et de droit à Marseille, auteur de Notre cause commune. C'est publié chez Max Milo, et Écrire nous-mêmes la Constitution. C'est écrit chez Talma et de Régis de Castelnau, avocat et fondateur du site Vue du droit, par ailleurs membre de la rédaction de Causeur. À 3 jours des européennes, ils sont les bataillons lourds des électeurs, puisque les jeunes votent de moins en moins. Eux, ce sont les retraités dont on a beaucoup parlé, notamment avec la hausse de la CSG pour les retraites supérieures à 1 200 €, montant passé depuis à 2 000 €, et pour la désindexation de celle-ci, sur lequel le président de la République a semblé revenir, mais une promesse en trompe-l'œil, on en parlera pendant le débat. Les retraités se disent mal aimés de l'exécutif, pourtant il va être de plus en plus difficile de payer les retraites et de maintenir les pouvoirs d'achat des retraités, puisque selon le COR, le Conseil d'orientation des retraites, il faudra compter environ 1,5 actifs cotisants par retraité en 2040, contre 1,7 aujourd'hui. Peut-on maintenir le pouvoir d'achat des retraités ? C'est le second débat ce soir dans Il y a du peuple sur Sud Radio. Régis de Castelnau, les retraités, on avait commencé avec vous tout à l'heure, on va commencer avec Étienne Chouard. Les retraités, avaient massivement voté Macron il y a 3 ans. Comment les voyez-vous voter dimanche ? C'est dans 3 jours. Ils vont pas voter, ils vont élire. Voter, ce serait décider. C'est dans le cadre d'un référendum, il s'agirait de décider. Mais dans le régime dans lequel nous vivons, nous ne pouvons jamais décider, nous ne pouvons qu'élire. Il faut arrêter de parler de voter. Enfin, moi, je fais la grève des mots menteurs. Ça suffit de dire voter, alors nous ne décidons de rien. Nous ne faisons qu'élire des maîtres qui vont tout décider à notre place et qui, précisément, en cette occurrence, se font élire par les vieux
et maltraitent prioritairement les vieux en désindexant leur retraite dans la plus totale impunité. Les vieux, dont je fais partie, n'auront, et on est nombreux, hein, ne pourront pas résister. Mais c'est pas spécifique aux vieux d'ailleurs. Les citoyens ne peuvent pas résister contre les pires mauvais traitements. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'indexation ? Il faut le comprendre, c'est super important. L'inflation, c'est la hausse des prix, la hausse généralisée des prix. Quand les prix montent, c'est comme si votre revenu baissait. Si vous avez un revenu de 2000, si les prix doublent, c'est comme si votre revenu passait de 2000 à 1000. Donc c'est exactement pareil qu'une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de salaire. Donc l'inflation appauvrit les gens, on le sait depuis longtemps, et il existe un mécanisme simple à comprendre, qui a fonctionné pendant des décennies à la perfection, qui s'appelle l'indexation, qui consiste à rendre obligatoire l'augmentation de tous les revenus, en fait de tous les contrats, en proportion de la hausse des prix. Par exemple, si l'inflation cette année a été de 3%, obligatoirement par la loi, par le mécanisme de l'indexation, tous les salaires vont augmenter de 3% et ainsi gommer la perte de pouvoir d'achat. Et tous les contrats, les loyers, les pensions, les retraites, les allocations de toutes sortes, ça s'appelle l'indexation. L'indexation des salaires a été supprimée dans les années 80, au début du tournant de la rigueur, entre guillemets, par les soi-disant socialistes, entre guillemets. C'est un crime contre le corps social, parce qu'à partir de ce moment-là, les salaires ont commencé à baisser avec... toute l'inflation, en fait, est venue altérer le pouvoir d'achat des salariés sans qu'il n'y ait plus rien à faire. Il suffisait simplement de laisser l'inflation faire. C'est scandaleux. Mais encore, il y avait quand même une limite à cet appauvrissement, qui est le fait que les salariés, dans toute leur vie active, sont progressivement, ça dépend suivant les secteurs, mais progressivement, quand on vieillit, on est de mieux en mieux payé. Et donc, on sent moins cette indexation que quand on a un revenu fixe, quand on a une allocation ou quand on a une retraite. Alors là, il n'y a pas question d'ancienneté. On gagne, quand on est retraité, on gagne la même chose jusqu'à sa mort. Et c'est donc absolument essentiel de l'indexer sur l'inflation, parce que sinon, on va s'appauvrir jusqu'à sa mort. On va gagner de moins en moins. Et il n'y a aucune raison de faire ça. C'est du vol. Et en plus, c'est du vol de façon chafouine, de façon hypocrite, de façon lâche. L'acteur politique qui a décidé l'année dernière de désindexer les acteurs politiques, c'est le Parlement qui décide ça. Donc c'est les parlementaires qui eux-mêmes ne sont pas touchés par ces mesures. C'est scandaleux. Ces gens-là qui eux-mêmes ne craignent rien pour leur retraite décident que les retraites vont être désindexées. C'est-à-dire que la mamie que je rencontre sur les ronds-points, la mamie gilet jaune, qui gagne 600, ou ce papy qui gagne 700 ou 800, qui ont du mal à vivre et qui au moins avaient une retraite indexée, par cette mesure scélérate. C'est criminel, ce truc-là. C'est un crime social, quoi. Vont être appauvris chaque année sans que les responsables de ce forfait ils n'ont même plus à assumer ça, puisque le mal est fait en une fois. Et après ça, c'est chaque année que les pensions, les allocations de handicapés sont grignotées par l'inflation. Je trouve ça scandaleux, mais évidemment, en même temps, je prends du recul et je cherche à savoir comment se fait-il que les élus, c'est-à-dire nos représentants, soient capables de prendre des mesures aussi contraires à l'intérêt général et de façon totalement impunie. On ne peut rien faire contre eux. Mais c'est parce que nous n'avons pas de constitution. Dans une vraie constitution, d'abord, on commencerait par payer les parlementaires au salaire médian. C'est ce que nous écrivons dans les ateliers constituants. Hein. Il ne s'agit plus de les payer 20 000 euros, il s'agit de les payer... ils ne sont pas à 20 000 euros. Ils ne sont pas à 20 000 euros. Ils sont à plus que ça. Les députés européens, ils sont à 44 000 avec tout ce mais oui. Alors on dit, mais non. Alors on dit que c'est pour payer les assistants, c'est pour payer l'indexation. Non, c'est pas les députés européens. Non, mais les députés européens, ils font d'autres forfaits. C'est-à-dire que c'est un personnage conceptuel. Le principe, je trouve, c'est un personnage conceptuel, le représentant. Il faut qu'il soit proche de celui qui représente. Sinon, il nous trahit. Non, mais là, en l'occurrence, ils ont été recrutés comment ? C'est Amazon Premium qui a livré les CV à Monsieur Macron. On a appelé et on a eu plein de gens. Mais c'est pareil. Quand les autres précédents, c'était les mêmes, Régis. Je pense que c'est pas aussi net que ça, aussi incroyablement, je veux dire, croupion que c'est devenu. Mais moi, j'ai une question. C'est que, effectivement, cette décision... sans débat, sans référendum, je suis concerné. C'est comment est-elle motivée
Parce que quand une décision est prise ou quand une décision est souhaitée, par exemple, M. Jean Tirole dit, j'interprète un peu, hein, c'est pas très gentil, je l'ai écrit ce matin dans Marianne, il dit, écoutez, plutôt que d'enfiler des gilets jaunes, pour payer le gazole, les pauvres, ils devraient vendre leurs organes. Hein, il l'a écrit. Non. Pas comme ça, Étienne. Vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que je dis beaucoup de bêtises ou de provocations. Bon, mais il a dit qu'il fallait laisser les gens, et comme par hasard, ce sont les pauvres qui vendront leurs organes, qui ont besoin de sous. Non. Ma question, c'est comment cette mesure de désindexation est-elle, par ces gens-là, justifiée ou documentée, je sais pas, parce que j'ai pas trop suivi ça. Je sais que c'est une mesure que je ressens, moi, de façon très agressive, violente d'une certaine façon, mais quel est le motif économique qui permet de l'avancer? Je vous coupe, je donne le revenu exact d'un député européen, 8 484 € et 5 centimes brut par mois, ce qui fait 6 611,47 net. Si tu ajoutes tout ce qu'on lui verse, regarde ce qu'on lui verse. Non, mais après, regarde ce qu'on lui verse. Là, c'est avec les après, il y a aussi les frais pour les assistants, etc. etc. Exactement. Et si tu mets tout bout à bout, on en parlait le mardi sur le média. Denis Robert faisait les comptes, on en était à 44 000. Alors oui, c'est pour payer des assistants, mais en fait, c'est pour vivre grand train pendant que ces gens-là affament la population. Donc, à nos frais, ces gens nous martyrisent. Ça suffit, quoi. Et sans aucun contre-pouvoir, nous n'arrivons pas à les arrêter. On n'arrive pas à empêcher cette casse de la solidarité nationale. Là, cette spoliation... de la sécurité sociale. Cette spoliation, elle a été décidée. Il y a des motivations qui ont dû être avancées. Mais oui, alors je vais t'expliquer ce qu'ils disent. Ils disent que le système n'est plus équilibré économiquement, et en oubliant de dire que c'est eux qui ont fait le trou dans la coque. Je vais t'expliquer comment il a été pensé. Il faut regarder le travail de Bernard Friot. Bernard Friot, c'est le penseur en France, et qui est valable. Et sa pensée, elle sera utile au monde entier. Hein. C'est le penseur de la sécurité sociale et de sa nécessaire expansion, généralisation à d'autres secteurs, encore que la retraite, la maladie, le chômage. C'est lui qu'il faudrait, en fait, mettre en face des gens du COR, là. Conseil d'orientation des retraites. Qu'est-ce qu'il explique ? Quand ce système a été pensé, il n'était pas étatique. D'abord, c'est les salariés eux-mêmes qui ont décidé, dans un pays ruiné, dévasté, endetté jusqu'au cou à la libération, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays dans lequel qui n'avait rien pour le faire, les salariés ont décidé de prendre sur leur salaire ce qui était nécessaire pour assurer une dignité à leurs vieux jours, aux vieux du moment, à garantir la dignité des salariés quand ils sont malades et quand ils sont au chômage, et quand ils ont des enfants. C'est sur nos salaires, par la cotisation que nous avons, nous les salariés, décidé d'organiser la solidarité. La solidarité sociale, la sécurité sociale, c'est par la cotisation. Par ce mécanisme, nous avons construit tout le système hospitalier français a été construit sans emprunter un centime au marché financier, sans payer un centime de dette. Nous l'avons financé avec nos cotisations. Ça n'était pas l'État, c'était un système paritaire géré par les salariés et les patrons entre eux. L'État n'avait pas à s'en mêler. Petit à petit, l'État a pris le contrôle de ce truc-là. 67, par exemple, avec les ordonnances. Et s'est mis à scandale. Alors, attends, je vais revenir sur le scandale après, parce qu'il faut d'abord que vous compreniez le principe du financement, parce qu'il est insubmersible. Comment est-ce qu'on finance les retraites depuis que ça existe, là ? Nous savons chaque année combien nous allons avoir besoin de retraite l'année prochaine. Dans 20 ans, on ne sait pas, mais l'année prochaine, on sait très exactement combien on va avoir besoin. Et on sait exactement, à quelque chose près, on sait exactement combien de salaires vont être versés. Tu fais une division, tu as le taux de cotisation nécessaire pour financer les retraites sans avoir besoin d'un centime de plus pour... Il n'y a pas besoin de faire de profit, et sans qu'il manque un centime, il n'y aura pas de perte. Le système est équilibré. Par construction, le système est insubmersible. Chaque année, on décide du taux. Nous décidons, nous les salariés, du taux de cotisation qu'il faudra prendre sur nos salaires pour financer la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'a décidé de faire le gouvernement Balladur dans les années 90 ? C'est un scandale. Le MEDEF, les patrons, c'est de bonne guerre qu'ils le demandent, mais c'est un scandale qu'on leur ait accordé. Les patrons ont demandé qu'on gèle l'augmentation des cotisations patronales. Mais
l'équilibre du système tient au fait que progressivement, chaque année, les cotisations augmentent si c'est nécessaire. Et c'est ça qu'on a empêché, c'est cette augmentation des cotisations régulières, progressives, indolores quand c'est progressive, qui a été empêchée. Et c'est comme si les responsables, qui n'étaient pas les responsables au début, hein, c'est l'État là qui a fait ça et qui a mis, donc l'État corrompu par l'élection, ce sont les élus des patrons qui ont fait ça, hein, c'est Balladur et compagnie, qui ont fait un trou méthodiquement dans la coque du système des retraites pour le mettre en faillite. Mais c'est une faillite non nécessaire, c'est littéralement scandaleux. Alors aujourd'hui, ils se prévalent du fait que le système tient pas la route, mais c'est eux qui l'ont mis en faillite, bon sang. Il faudrait mettre un type puissant comme Friot en face de ces ennemis du peuple qui sont, je répète que les gens qui sont en train de détruire les retraites, eux ne craignent rien pour la leur. Ils ont des retraites en or. Quand les parlementaires cotisent pour leur retraite, ils cotisent beaucoup plus vite que nous. Ils ont très vite une retraite dont ils n'ont rien à craindre, mais c'est parce qu'ils n'ont rien à craindre qu'ils prennent ces mauvaises décisions. Ils prennent ces mauvaises décisions parce qu'ils sont trop à l'abri. Ces gens-là sont trop payés, les parlementaires. Ils sont trop payés, ils sont trop à l'abri. Ils devraient être traités comme nous, de façon à avoir un intérêt personnel à ce que nous soyons mieux traités. À mon avis, c'est dans les institutions, si tu veux. C'est pas une question de personne. Ces gens-là font ce qu'ils peuvent faire. Régis de Castelnau. Alors, il faut qu'on change les institutions. J'ai une autre question. Il faut que nous reprenions le contrôle de nos représentants. Non, mais ok. Donc, question, pourquoi donc, dans les années Balladur, on a décidé de ne plus procéder à ces augmentations régulières nécessaires. Mais pour augmenter les profits, les patrons, patrons veulent baisser les salaires pour augmenter les profits. Enfin, bon, ça c'est une... J'aimerais, oui, mais excuse-moi de t'interrompre. Non, mais il n'y a pas de problème. Dans le principe, je le fais assez souvent. Non, dans le micro. Ma question, elle est donc, c'était le MEDEF de l'époque, CNFPT. Non, pas CNFPT, CNPF. CNFPT, c'est la fonction publique territoriale, le centre de formation. Qu'est-ce qu'il a mis en avant pour demander Non, c'est pas ce qu'il a mis en avant, comment il l'a fait. C'est quelle était la motivation. Donc, si je comprends bien, je vais interpréter la réponse que j'ai compris, mais je me suis peut-être trompé. C'est que plus d'augmentation ou plus de progression des cotisations patronales, la cotisation patronale étant une part du salaire versé directement parce que il y a ce qui est prélevé sur les salaires eux-mêmes, oui. Et il y a ce qui est prélevé, enfin ce qui est payé par l'employeur, mais qui est une part de salaire. Mais mais c'est pas payé par l'employeur, tout ça est payé par les travailleurs. Les cotisations sociales, salariales et patronales, c'est du foutage de gueule, c'est une fausse séparation. Tout est payé par le travailleur. Le salaire du travailleur, c'est son salaire complet. Je suis en train d'essayer moi de comprendre et puis peut-être de faire comprendre à nos auditeurs. Les gens, ils savent très bien, et moi j'ai été employeur aussi, je sais très bien qu'il y avait des charges qu'on disait patronales. Il ne faut pas dire charges, ce sont des cotisations. Ou des cotisations. C'est pas du tout des charges, c'est du salaire. Non, mais des charges, moi je sais pas, je suis pas expert comptable et les comptabilités en partie double, j'y comprends rien. Non, je dirais charges fixes, charges variables. C'est comme ça. Dis cotisations, parce que des charges, on les appelle charges pour qu'on t'en donne et qu'on accepte de les baisser. Ensuite, non, mais... Il faut dire que c'est des cotisations, c'est du salaire. Voilà, c'était le sens de ma question, mais on finit par y arriver. Nous sommes bien. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est payé pour ça, c'est ce qui doit revenir aux travailleurs. Directement pour qu'ils puissent pour le salaire vivre, direct, et indirectement par les cotisations. Pour sa santé, pour sa par retraite, les cotisations. Nous sommes d'accord. Donc, la décision qui est prise à la demande du patronat, c'est bien de diminuer le coût du travail c'était le grand basculement vers le capitalisme actionnarial. Exactement. Pour que la part de la richesse produite soit réorientée à rémunérer le capital et à c'est-à-dire la part dans un capitalisme régulé qui n'est pas personnellement mon idéal, mais la part de cette richesse produite est répartie entre les salariés et les actionnaires. Donc, oui, absolument. Et il y a un choix stratégique à faire. Oui, mais alors, là, j'arrive à ma question. Cette demande, parce que j'ai l'impression, moi, ce que j'ai lu des bouquins, je pense en particulier à Lordon, qu'il y a eu une rupture à un moment. Les années 80. Dans les années 80, donc je comprends mieux, une rupture qui a été de dire, voilà, il faut d'abord
servir le capital. Il faut absolument. d'abord servir le capital. Et quelque chose comme, tu sais, la décision qu'a prise Strauss-Kahn, c'est absolument historique ce qu'il a fait là, d'autoriser les stock options, c'est-à-dire de payer les patrons, c'est-à-dire ceux qui prennent la décision des salaires et de la distribution des dividendes, ceux qui prennent la décision ont commencé à être payés comme des actionnaires. Ils ont commencé à être payés en actions et donc en dividendes. Et ça a incité, et c'est partout dans le monde, c'est pas seulement en France. Chez nous, c'est Strauss-Kahn le responsable, mais en fait, il y a eu l'équivalent dans tous les pays. Et depuis ce moment-là, les patrons des grandes boîtes favorisent les dividendes parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, parce qu'ils sont eux-mêmes payés en actions. Et c'est littéralement scandaleux, mais ça, une loi devrait l'interdire. Il y a de l'idéologie, il y a tout un tas de choses. Donc, nous sommes bien d'accord. Qui fonctionne. Nous sommes bien d'accord. Je veux dire, pour moi, c'est une question politique centrale, et qui relève de la décision publique. C'est que il faut casser cette organisation, cette logique qui privilégie la rémunération du capital au détriment de la rémunération de ceux qui produisent la richesse, c'est-à-dire des travailleurs. Donc, la conséquence, c'est-à-dire la désindexation des retraites, elle est bien... Alors, pour être sûr d'avoir bien compris, elle est bien due au fait que le système a été appauvri parce qu'on a décidé qu'une partie de l'argent qui devait lui revenir devait être distribuée aux actionnaires. Mais c'est plus grave que ça encore, Régis, parce que pas mal, et on va le voir tout à l'heure quand on va recevoir Charles-Henri Gallois, qui va nous expliquer, vous allez voir, comment l'Union européenne va venir à bout des retraites. Des retraites carrément. Il ne s'agit pas seulement de les baisser. Les GOPÉ nous contraignent, nous entraînent vers une destruction de la sécurité sociale. Les GOPÉ, ce sont les grandes orientations de politique économique. Moi-même, je ne le savais pas. Et dans l'heure suivante, vous allez voir, on va étudier ça point par point. Ces GOPÉ sont le moment où l'Union européenne, de façon opaque, de façon invérifiable, de façon incontrôlable, contre laquelle nous ne pouvons rien, l'Union européenne impose la destruction de l'État social, pièce par pièce, brique par brique. C'est absolument scandaleux. On va voir ça en deuxième heure. Vous allez voir. Mais déjà, on peut pas avoir une petite idée de ce qui est souhaité. Il s'agit de faire de la retraite un centre de profit de toutes les assurances sociales. Les assurances sociales par capitalisation. Et privées. C'est-à-dire qu'il va falloir. En fait, l'objectif, on a le résultat dans le modèle américain. Je vous conseille ce bouquin-là, Mad in USA, pas Made in USA, Mad, M-A-D qui veut dire fou. Mad in USA, les ravages du modèle américain, de Desmurget, c'est un livre. Je ne sais pas si c'est cette caméra qu'il faut montrer. C'est un livre remarquable qui montre l'état de décrépitude, l'état scandaleux de la condition ouvrière, de la condition populaire aux États-Unis. Les pauvres ne sont pas soignés, les pauvres ne sont pas jugés, les pauvres sont maltraités, mais avec une force. Les pauvres ne sont pas éduqués. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout est privatisé, il n'y a que les riches qui sont bien traités. Mais bon, c'est juste le contraire, c'est le système antinomique d'une autre. Et les gredins qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de détruire notre État social pour aller vers ce modèle-là. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire. Nous avons un problème d'institution. Nos institutions, par le mécanisme de l'élection, parmi des candidats qu'on peut aider, fait que ceux qui ont les moyens d'aider accèdent au pouvoir politique et ensuite se font renvoyer l'ascenseur par les gredins qu'ils ont portés au pouvoir. Mais c'est pas un problème de personne. Si c'était pas Macron, ce serait une autre crapule. Mais nous avons un problème d'institution. C'est pour ça que quand je vous demande d'écrire des articles, c'est pas un caprice. Il faut que nous donnions l'exemple, parce qu'il faut qu'on soit des millions à le faire. Donc il faut à accepter pour me faire plaisir d'écrire un article, pour que vous allez voir que quand vous allez écrire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il était question de l'indexation de la retraite. Non, dans la première demi-heure. Sur la liberté de la presse. Il était question de protéger la liberté des journalistes. Il faudrait qu'on écrive l'article qui va mettre les journalistes à l'abri de toute pression du pouvoir politique, comme aujourd'hui là avec Ariane qui se fait embastiller par les services secrets, ou des pouvoirs économiques, parce qu'il faut qu'on empêche les journalistes. Je vais répondre là-dessus. On empêche l'achat des journalistes. Parce que moi je me suis battu contre les dérives judiciaires.
en particulier quand elles ont touché Sarkozy, quand on violait la loi, quand toutes les équipes du pôle financier s'en donnaient à cœur joie, balançaient d'abord les informations aux journaux avant de les balancer aux avocats. Je veux dire quelque part, Madame Chemin, qui a largement contribué à ces dérives. J'ai plein de choses à reprocher. Elle n'est pas en Bastille. J'ai plein de choses à... en plus, elle n'est pas en Bastille. Non, mais ce que je veux dire... Elle est juste enquiquinée, quoi. Elle est inquiétée, intimidée. La réponse de la personne qui est venue... rendre compte du Conseil des ministres dans le micro. La dame que je trouve d'ailleurs par ailleurs assez sympathique, et puis bon, elle est d'origine sénégalaise. J'ai beaucoup de liens avec ce pays, j'ai eu des liens politiques dans le passé, et donc j'ai connu une partie de sa famille. Bon, ça c'est vraiment un détail et c'est purement anecdotique. Elle est donc venue. Mais c'est qui cette dame de qui tu parles? Elle est venue. Elle est venue rendre compte du Conseil des ministres en pyjama, un pyjama magnifique. Sibeth Ndiaye. Oui, Sibeth Ndiaye, c'était assez spectaculaire. On avait l'impression qu'elle sortait de sa chambre. C'était très joli. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, les journalistes sont des justiciables comme les autres et on peut très bien les convoquer à une audition libre. Hein. C'est-à-dire que le problème qui est posé là, sur cette question des journalistes, et comme on l'a fait pour les politiques, maintenant les politiques, ils doivent rendre des comptes, ils doivent pouvoir être poursuivis, il n'y a pas d'immunité, etc. Hein, et on a par exemple remis en cause l'immunité parlementaire, hein, qui avait été mise en place pour éviter que les puissances d'argent et les exécutifs puissent faire pression sur eux. L'immunité parlementaire, elle n'était pas pour protéger contre les malversations, les malversations ou les procès que les vilains et les manants leur intentaient, c'était pour les protéger au contraire, hein, des excès du pouvoir exécutif et des grands intérêts qu'ils soutenaient. Donc, c'est une question, là, sur c'est quelque chose de très problématique. Le dévoiement, il est où ? Il n'est pas que les journalistes soient pas protégés, il y a plein de choses, il y a le secret des sources, etc. Hein, il est que les organes de contrôle font pas le boulot. Non, c'est pas ça. C'est pire que ça. Ils sont dévoyés. C'est-à-dire que le parquet qui les convoque est complètement dévoyé. Mais vraiment, Régis, je vous demande, comme un service, vraiment, pour me faire plaisir, il faut qu'on écrive les institutions qui sont des institutions qui sont incorruptibles. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Enfin, mais oui, mais si, parce qu'il va falloir qu'on les contrôle mieux. Il va falloir qu'on mette des contrôles populaires avec une rotation des charges. Parce que s'il y a du tirage au sort, il y a de la rotation des charges. Il faut qu'on invente ça ensemble. Il faut vraiment qu'on le fasse, Régis. Si on le fait pas ce coup-ci, on le fera la fois d'après. Mais il faut qu'on fasse ça. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne le pouvoir, mais c'est une. Non, mais c'est autre chose, ça, Régis, parce que si on prend le pouvoir maintenant et qu'on n'a pas réfléchi à ça avant. Si, on a réfléchi. On va être pris de court comme d'habitude. Il y a plein. L'autre jour, les gens qu'on a vus, il y a déjà une réflexion importante qui est faite sur cette idée de ces pouvoirs qui émergent. On va arrêter là le premier débat parce qu'on va présenter la suite. Vous n'aurez pas le temps de présenter les autres livres. Étienne Chouard. Oui. Et surtout, il y a deux spectacles dont je voudrais parler. Il y a un spectacle très court. Il y a un spectacle qui est organisé avec Sud Radio qui a lieu lundi soir. C'est une lecture de Jean-Baptiste Ponceau sur les Gilets jaunes. On arrive au bout. Vous en parlerez dans le Facebook Live. Il faudra en parler. De suite sur Sud Radio, c'est le Loft Music d'Yvan Cujous qui reçoit Jacques Pessis. Et vous retrouvez notamment Étienne Chouard et Régis de Castelnau en Facebook Live dans quelques instants. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple.